23 heures. Le dernier étage de la tour Bruno s'enfonçait dans un silence feutré, où seuls résonnaient les pas mesurés de Léna Morin sur le marbre poli. Ses chaussures usées mais propres glissaient sans bruit entre les bureaux de direction, chacun témoin d'un monde qu'elle ne connaîtrait jamais. À 32 ans, Léna avait appris l'art de l'invisibilité. 5 années s'étaient écoulées depuis la mort de David, et elle avait transformé cette douleur en une force silencieuse qui la portait chaque soir à travers les couloirs de verre et d'acier de Lyon. Sa fille Camille, 14 ans maintenant, dormait paisiblement dans leur petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, ignorant que sa mère nettoyait les bureaux de l'homme le plus puissant de la région. Ce soir-là, comme tous les autres, Léna poussa la porte du bureau principal avec la délicatesse du nombre. L'espace imposant s'étendait devant elle, une baie vitrée qui embrassait tout Lyon, des fauteuils de cuir cognac qui sentaient encore le tabac blond, et cette bibliothèque massive où s'alignaient des ouvrages qu'elle n'aurait jamais osé toucher ailleurs. Elle commença par épousseter les étagères, ses gestes précis et respectueux. Chaque livre retrouvait sa place exacte, chaque objet personnel était manipulé avec un soin presque religieux. Léna avait remarqué que le propriétaire de ce bureau lisait Proust, les pages cornées à la recherche du temps perdu en témoignaient. Elle-même préférait Colette, mais elle comprenait cette soif d'absolu que révélaient ses lectures. Ses écouteurs diffusaient en sourdine une sonate de Bach, cette musique classique qu'il avait toujours apaisée depuis l'adolescence. David se moquait gentiment de cette passion qu'il jugeait trop raffinée pour une fille d'ouvrier. Mais Bach ne demandait ni pédigré ni fortune, seulement une âme capable d'entendre la beauté. Ce qu'elle ignorait, c'est que depuis 3 semaines, Mathis Bruno ne quittait plus son bureau avant minuit. Officiellement, il prétextait d'importantes négociations avec l'Asie, profitant du décalage horaire. En réalité, il attendait. Il attendait de voir cette femme qui remettait de l'ordre dans son chaos quotidien, qui pliait ses documents éparpillés avec une attention qu'aucune assistante n'avait jamais manifestée. Mathis avait 42 ans et dirigeait un empire financier hérité de son père. Son mariage avec Isabelle Delacroix, fille d'une famille de banquiers parisiens, n'était plus qu'une façade sociale maintenue pour préserver les apparences et les intérêts croisés de leurs entreprises. Ils vivaient sous le même toit, partageaient les mêmes réceptions, mais dormaient dans des chambres séparées depuis plus de 2 ans. Ce soir-là, caché derrière la cloison vitrée de la salle de conférence adjacente, il l'observait ranger sa bibliothèque. Elle avait ce geste particulier. Avant de replacer chaque livre, elle en caressait doucement la tranche, comme si elle lui disait au revoir. Cette tendresse involontaire le bouleversait plus que tous les discours de séduction qu'il avait pu entendre. Léna s'approcha du bureau principal et découvrit un post-it froissé qui avait glissé derrière l'ordinateur. Sans même le lire, elle le déplia soigneusement et le posa bien en évidence. Ce simple geste, réparer ce qui était cassé, redonner de la dignité aux choses oubliées, révélait une générosité naturelle que Mathis n'avait rencontrée nulle part ailleurs. Elle termina en passant un chiffon humide sur la surface laquée du bureau, effaçant les traces de la journée pour offrir un nouveau départ au lendemain. Ses mains, marquées par le travail mais étonnamment graciles, bougeaient avec une économie de gestes qui témoignait d'une efficacité née de l'expérience. Avant de partir, Léna fit ce qu'elle faisait toujours. Elle ajusta l'angle du cadre photo qui trônait sur le bureau. Non pas celui où Mathis posait aux côtés d'Isabelle lors de leur mariage, celui-là elle l'ignorait systématiquement, mais la petite photo en noir et blanc d'un vieil homme aux yeux bienveillants. Le père de Mathis, supposa-t-elle. Même les puissants avaient besoin d'amour. À minuit passé, elle quitta le bureau en éteignant soigneusement toutes les lumières, laissant derrière elle ce parfum discret de lavande qui s'attardait toujours quelques minutes après son passage. Dans l'obscurité, Mathis resta immobile, troublé par cette révélation inattendue. Pour la première fois depuis des années, il venait de ressentir quelque chose qui ressemblait à de la paix. Il ne savait pas encore que sa vie allait basculer. Les jours suivants transformèrent Mathis en un homme qu'il ne reconnaissait plus. Pour la première fois en 15 ans de mariage, il mentait délibérément à Isabelle sur ses horaires, inventant des conférences tardives, des appels urgents avec Tokyo, n'importe quoi pour justifier sa présence au bureau jusqu'à minuit passé. La vérité était bien plus troublante. Il était devenu dépendant de ces quelques minutes où il pouvait observer Léna sans qu'elle le sache. Ce mardi soir, installé dans la pénombre de la salle de réunion, Mathis la regardait épousseter sa collection de maquettes d'architecture, des projets qu'il avait développés dans sa jeunesse avant que les obligations familiales ne l'enferment dans la finance pure. Léna s'arrêta devant la reproduction d'un petit immeuble social qu'il avait conçu 10 ans plus tôt. Elle l'examina longuement,
inclinant la tête comme si elle cherchait à comprendre l'intention derrière chaque ligne. Puis, avec une délicatesse infinie, elle nettoya chaque détail architectural avec un coton-tige, révélant des nuances que même lui avait oubliées. Cette attention minutieuse à ses rêves abandonnés le bouleversa plus que tous les compliments reçus lors des inaugurations officielles. Matisse réalisa qu'il n'était plus simplement intrigué, il était en train de tomber amoureux. Amoureux d'une femme dont il ignorait même la voix, amoureux de sa façon de traiter ses affaires comme si elles avaient de la valeur, amoureux de cette tendresse qu'elle manifestait envers un monde qui ne lui appartenait pas. Le mercredi, il osa un premier geste. Avant de partir, il laissa traîner volontairement un livre ouvert sur son bureau. Lettre à un jeune poète de Rilke, avec un passage souligné depuis des années. Peut-être tous les dragons de nos vies ne sont-ils que des princesses qui attendent de nous voir agir, une seule fois, avec beauté. Le lendemain matin, il découvrit le livre soigneusement refermé, avec un signet en papier plié, marquant exactement la page qu'il avait laissée ouverte. Ce simple geste, elle avait lu, compris et respecté son message, lui confirma qu'elle n'était pas indifférente à sa présence. Matisse commença alors à étudier Léna comme il n'avait jamais étudié aucun dossier financier. Il remarqua qu'elle portait toujours la même alliance en or blanc, simple, sans fioriture, et que parfois, en nettoyant, elle la faisait tourner machinalement autour de son doigt. Un geste de nostalgie qu'il reconnaissait pour l'avoir vue chez d'autres veuves lors de réunions familiales. Il observa sa façon particulière de plier les documents. Jamais en 4, toujours en 3, comme si elle économisait l'espace par habitude. Ses vêtements, toujours impeccables malgré leur simplicité, révélaient une fierté personnelle qui forçait le respect. Cette femme n'avait peut-être pas grand-chose, mais elle prenait soin de ce qu'elle possédait. Un soir, Matisse découvrit qu'elle avait laissé ses écouteurs sur son chariot de nettoyage. L'envie fut plus forte que la raison. Il les enfila discrètement et se retrouva transporté dans l'univers sonore de Léna. C'était du Chopin cette fois, une ballade d'une mélancolie si pure qu'elle semblait raconter une histoire de perte et d'espoir mêlés. Cette musique lui révéla une autre facette de Léna. Derrière l'efficacité et la discrétion se cachait une âme profondément romantique, une sensibilité artistique que la vie avait probablement contrainte, mais jamais éteinte. À cet instant, Matisse comprit qu'il ne désirait pas seulement cette femme, il voulait connaître ses rêves, ses peurs, ses joies secrètes. Le vendredi soir marqua un tournant. Matisse arriva plus tôt que d'habitude et feignit de travailler lorsque Léna poussa la porte. Pour la première fois, il se trouvait dans la même pièce en même temps. « Excusez-moi, monsieur Bruno », murmura-t-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait imaginé. « Je peux revenir plus tard. »« Non, je vous en prie, » répondit-il sans lever les yeux de ses documents, le cœur battant. « Continuez, vous ne me dérangez pas. » Léna commença son travail, mais Matisse sentait une tension nouvelle dans ses gestes. Elle évitait soigneusement de croiser son regard, concentrée sur ses tâches avec une intensité presque exagérée. Cette nervosité lui confirma qu'elle aussi ressentait quelque chose. Quand elle s'approcha pour nettoyer la table basse près de son fauteuil, Matisse respira discrètement son parfum naturel. Aucun artifice, juste cette odeur de propre mêlée à un soupçon de savon au lait d'amande. Cette simplicité authentique contrastait violemment avec les fragrances sophistiquées et coûteuses d'Isabelle. « Vous aimez l'architecture » demanda-t-il soudain, incapable de supporter plus longtemps ce silence. Léna s'immobilisa, surprise par cette question inattendue. « J'aime les choses bien construites » répondit-elle prudemment, « celles qui durent. » Cette phrase, d'une simplicité déconcertante, résonna en Matisse comme une révélation. Léna ne parlait pas seulement d'immeubles, elle parlait de valeur, de solidité, de quelque chose qu'il avait perdu dans son monde de transactions éphémères et de relations de façade. Ce soir-là, après le départ de Léna, Matisse resta longtemps à regarder Lyon s'endormir par sa baie vitrée. Il venait de comprendre qu'il était passé de la curiosité à l'obsession, puis de l'obsession à quelque chose de bien plus dangereux, un amour véritable pour une femme qui représentait tout ce que sa vie avait oublié d'être. Pour la première fois depuis des années, Matisse Bruno avait peur de ce qu'il ressentait, peur de ce qu'il était prêt à risquer et surtout peur de ce qu'il pourrait perdre s'il ne tentait rien. Le week-end arriva comme une sentence. Matisse se retrouva confronté à sa réalité. 48 heures interminables dans sa villa de Caluire et Cuire, face à une épouse qui n'était plus qu'une étrangère élégante, partageant son nom. Isabelle Delacroix-Bruno évoluait dans leur salon comme une reine dans son château, orchestrant les préparatifs du dîner mondain du samedi soir. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés, son tailleur Chanel parfaitement ajusté,
ses gestes calculés. Tout en elle respirait l'excellence sociale acquise dès le berceau. « Mathis, tu as confirmé la présence des Montclair ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de sa liste d'invités, sa voix claire et froide comme le cristal. « Bien sûr, » répondit-il machinalement, l'esprit ailleurs. Il fonctionnait ainsi depuis des années, 2 associés gérant une entreprise appelée « Mariage ». Chacun connaissait son rôle, ses répliques, ses obligations. Isabelle brillait en société, lui apportait la crédibilité financière de sa famille, et ensemble, ils formaient ce couple parfait que Lyon admirait dans les pages des magazines économiques. Pourtant, ce samedi-là, Mathis observait sa femme avec des yeux neufs. Quand l'avait-il touchée pour la dernière fois? Quand avaient-ils ri ensemble? Quand avaient-ils eu une vraie conversation? Pas seulement des échanges logistiques sur leurs agendas respectifs. Le contraste avec Léna le frappait comme une gifle. Là où Isabelle calculait chaque mot, chaque geste, chaque apparition publique, Léna possédait cette authenticité rare qui rendait chaque moment précieux. Isabelle collectionnait les relations utiles. Léna traitait un simple livre comme un trésor. « Tu sembles distrait ces derniers temps », observa Isabelle en ajustant un bouquet de roses blanches. « Tout va bien au bureau ?» Cette question, posée par habitude plutôt que par intérêt véritable, révéla à Mathis l'abîme qui les séparait. Isabelle ne voulait pas vraiment connaître ses préoccupations. Elle s'assurait simplement que rien ne viendrait ternir leur image publique. Juste des dossiers complexes, mentit-il. Le dîner fut un spectacle parfaitement orchestré. 20 convives triés sur le volet, banquiers, industriels, quelques aristocrates lyonnais, tous évoluant dans cette bulle dorée où les conversations tournaient autour des dernières acquisitions, des voyages en jet privé, des investissements prometteurs. Mathis joua son rôle d'hôte accompli, serrant des mains, échangeant des plaisanteries convenues, mais son esprit vagabondait vers Léna. Que faisait-elle en ce moment? Regardait-elle un film avec sa fille? Lisait-elle dans son petit appartement de la Croix-Rousse? Cette vie simple et vraie lui semblait soudain infiniment plus précieuse que ce théâtre social. Mathis nous racontait justement ses dernières négociations avec la Chine, annonça Isabelle, le ramenant brutalement à la réalité. Il improvisa quelques anecdotes professionnelles, récoltant les rires approbateurs de l'Assemblée. Mais au moment où Pierre Montclair lança une plaisanterie douteuse sur ces femmes de ménage qui fouillent partout, Mathis sentit ses poings se crisper. « Attention, Pierre !» l'interrompit-il avec un sourire crispé. « Sans ces femmes courageuses, nos bureaux ressembleraient à des porcheries. » Un silence gêné s'installa. Isabelle lui lança un regard d'avertissement. Ce genre de remarques ne correspondait pas au script habituel de leur soirée. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités prenaient un congé, Isabelle l'attendait dans leur chambre conjugale, assise à sa coiffeuse comme une actrice retirant son maquillage après une représentation. « Qu'est-ce qui t'arrive, Mathis ?» Sa voix avait perdu toute chaleur artificielle. « Tu étais bizarre toute la soirée. » « Bizarre comment ?»« Absent, comme si tu préférais être ailleurs. » Elle pivota vers lui, ses yeux bleus le scrutant avec cette intelligence froide qui l'avait séduit autrefois. Et cette remarque sur les femmes de ménage, ce n'était pas très diplomatique. Mathis la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Isabelle était objectivement belle, cultivée, parfaite dans son rôle d'épouse de dirigeant, mais elle était aussi vide d'imprévu, de spontanéité, de cette petite flamme qui rend une personne inoubliable. « Tu as raison », admit-il. « Je ne me sens plus à ma place dans tout ça. » « Dans tout quoi? Dans cette vie, ces dîners, ces conversations, cette... » Il hésita. « Cette comédie que nous jouons. » Isabelle se figea, son pinceau à poudre suspendu dans l'air. « Notre mariage n'est pas une comédie, Mathis. C'est un partenariat, et il fonctionne très bien. Pour qui? Pour nous deux, pour nos familles, pour nos entreprises. » Sa voix se durcit. Ne va pas tout gâcher à cause d'une crise de la quarantaine. Mathis comprit qu'Isabelle avait résumé en une phrase le problème de leur union. Elle fonctionnait pour tout le monde, sauf pour leur cœur. Ils étaient 2 prisonniers dans une cage dorée, admirés de l'extérieur, mais étouffants à l'intérieur. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Mathis fixa le plafond en pensant à Léna. Quelque part dans Lyon, elle dormait probablement en serrant contre elle les souvenirs de son mari disparu, élevant seule sa fille avec cette dignité qui la caractérisait. Cette femme connaissait la vraie solitude, mais aussi l'amour véritable, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté malgré 15 ans de mariage. À l'aube, une certitude s'imposa à lui. Il ne pouvait plus continuer à vivre cette existence de façade. Léna lui avait révélé ce qui manquait à sa vie, la sincérité, la profondeur, l'émotion vraie.
Le lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Le lundi matin, Mathis arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Il avait passé le dimanche à réfléchir, enfermé dans son cabinet de travail, ignorant les reproches muets d'Isabelle qui organisait seule leur planning social de la semaine. La journée s'étira interminablement. Chaque réunion, chaque appel téléphonique lui semblait futile comparé à l'impatience qui grandissait en lui. Il consultait sa montre toutes les 10 minutes, guettant l'arrivée du soir comme un adolescent attend son premier rendez-vous. À 18 heures, quand le dernier employé quitta l'étage, Mathis se retrouva seul face à ses pensées. Il ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit un petit livre qu'il avait acheté le matin même dans une librairie de la presqu'île. Lettres portugaises de Mariana Alcoforado, un recueil d'amour épistolaire qu'il avait découvert durant ses études et qui avait marqué sa jeunesse. Il l'ouvrit à une page qu'il avait choisie avec soin, celle où l'auteur écrivait « Je ne sais plus où je suis, ni ce que je fais, ni ce que je désire. Je suis déchiré par 1000 mouvements contraires. » Ces mots résumaient parfaitement son état d'esprit. Mathis prit une feuille de papier, hésita longuement, puis traça d'une écriture soignée « Je te vois ». 2 mots seulement. Mais ces 2 mots contenaient des semaines d'observation silencieuse, d'admiration grandissante, de questionnement sur ce que devenait son cœur endormi depuis si longtemps. Il glissa le billet entre les pages du livre et le déposa sur la petite table de la salle de nettoyage attenante à son bureau, là où Léna rangeait ses affaires personnelles. Puis il retourna dans la salle de conférence, éteignit les lumières et attendit. À 23 heures précises, Léna poussa la porte. Mathis l'observa accomplir sa routine habituelle, suspendre sa veste, enfiler ses gants, sortir ses produits d'entretien. Mais ce soir, quelque chose avait changé dans ses gestes. Elle semblait plus nerveuse, jetant parfois des coups d'œil vers le bureau principal comme si elle pressentait une présence. Quand elle découvrit le livre, Léna s'immobilisa complètement. Ses mains tremblèrent légèrement en le prenant, et Mathis retint son souffle en la voyant ouvrir délicatement la couverture. Elle lut le billet, le relut, puis leva instinctivement les yeux vers la baie vitrée, comme si elle cherchait une réponse dans les lumières de Lyon. Pendant de longues minutes, elle resta ainsi, le livre serré contre elle. Mathis voyait son visage dans le reflet de la fenêtre, une expression mêlant surprise, trouble et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas de la peur de lui, mais de ce que ce geste signifiait, de la frontière invisible qu'il venait de franchir. Finalement, Léna referma soigneusement le livre, le remit exactement à sa place et reprit son travail. Mais Mathis nota qu'elle évitait maintenant de regarder vers les zones sombres du bureau, consciente qu'elle pourrait ne plus être seule. Le lendemain soir, le livre avait disparu de la salle de nettoyage. Mathis fouilla discrètement tout l'étage, pensant qu'elle l'avait peut-être déplacé par erreur. Mais en retournant dans son bureau, il découvrit l'ouvrage posé bien en évidence sur sa table de travail, fermé, sans un mot. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Léna lui signifiait qu'elle avait compris le message, mais qu'elle choisissait de ne pas y répondre. Cette dignité, cette retenue face à une situation qui aurait pu la mettre en danger professionnellement, ne fit qu'intensifier l'admiration qu'il éprouvait pour elle. Les jours suivants s'installèrent dans un étrange balai. Mathis continuait d'observer Léna en secret, mais désormais, elle semblait percevoir sa présence. Parfois, elle s'arrêtait au milieu d'une tâche et fixait un point dans l'obscurité, comme si elle devinait son regard sur elle. D'autres fois, elle accomplissait ses gestes avec une grâce plus marquée, comme une danseuse consciente d'avoir un spectateur. Un soir, Mathis osa un second geste. Il laissa sur son bureau un exemplaire du journal Le Progrès ouvert à la page culturelle, où un article parlait d'un concert de musique classique au Théâtre des Célestins le week-end suivant. Aucun message cette fois, juste cette invitation indirecte à partager quelque chose qui les passionnait tous les deux. Le lendemain matin, la page était soigneusement découpée et avait disparu. Cette fois, Mathis sourit. Léna n'était pas indifférente. Elle était prudente, réfléchie, mais pas insensible. Cette femme qui avait appris à protéger son cœur après la perte de son mari ne se laisserait pas facilement approcher, mais elle ne fermait pas complètement la porte. Le vendredi soir, alors qu'il quittait son bureau plus tard que d'habitude, Mathis croisa Léna dans le couloir. Elle poussait son chariot de nettoyage, concentrée sur sa destination, quand leurs regards se croisèrent pour la première fois délibérément. « Bonsoir, monsieur Bruno », murmura-t-elle en baissant légèrement la tête. « Bonsoir, Léna ». Le prénom franchit ses lèvres avant qu'il ne puisse se retenir. Elle s'arrêta net, surprise qu'il connaisse son identité. Dans ce couloir silencieux, entre les portes fermées des bureaux vides, ils se regardèrent pendant quelques secondes
qui semblèrent durer une éternité. « Vous devriez rentrer chez vous, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Il est tard. Vous aussi, vous devriez rentrer chez vous, répondit-il doucement. « Il y a des choses plus importantes que le travail. » Léna serra plus fort la poignée de son chariot. Pour certaines personnes, le travail, c'est ce qui permet de garder ces choses importantes. Cette réponse, prononcée avec une dignité tranquille, rappela brutalement à Mathis la réalité de leur situation respective, lui parlait de choix quand elle parlait de nécessité, lui évoquait la liberté quand elle vivait des contraintes qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Excusez-moi, dit-il sincèrement, je n'avais pas le droit de dire ça. » Léna le regarda avec une expression nouvelle, non plus de la méfiance, mais quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Cet homme puissant venait de s'excuser auprès d'elle, reconnaissant implicitement qu'il n'évoluait pas dans le même monde. « Bonne soirée, monsieur Bruno, » dit-elle en reprenant sa route. « Bonne soirée, Léna. » Ils partirent chacun de leur côté, mais quelque chose venait de changer irrémédiablement entre eux. Pour la première fois, ils avaient échangé plus que des politesses. Pour la première fois, Mathis avait entrevu la force tranquille qui habitait cette femme. Et pour la première fois, Léna avait vu derrière le costume et le titre un homme capable d'humilité. Les semaines qui suivirent transformèrent les nuits de Mathis en un rituel d'attente dont il ne pouvait plus se passer. Chaque soir, il inventait de nouvelles excuses pour rester tard, repoussant sans cesse le moment de rentrer dans sa villa silencieuse, où Isabelle évoluait comme une ombre élégante et distante. Léna, de son côté, avait modifié imperceptiblement sa routine. Elle arrivait désormais quelques minutes plus tôt, prenait plus de temps pour ranger ses affaires, comme si elle aussi savourait ces moments suspendus où leur monde se frôlait sans jamais vraiment se toucher. Un mardi soir, Mathis découvrit un détail qui bouleversa sa perception de Léna. En nettoyant sa bibliothèque, elle s'était arrêtée devant un volume de Marguerite Duras qu'il n'avait jamais remarqué. Elle l'avait ouvert, lu quelques pages avec cette concentration intense qu'elle mettait dans tous ses gestes, puis l'avait refermé délicatement en caressant la couverture. Cette scène révéla à Mathis une facette insoupçonnée de Léna. Derrière la femme de ménage se cachait une lectrice passionnée, quelqu'un qui comprenait la beauté des mots et la profondeur des émotions. Cette découverte ne fit qu'intensifier son trouble. Le lendemain, il laissa sur son bureau une édition illustrée des Fleurs du mal de Baudelaire, ouverte au poème « L'invitation au voyage ». Pas de message cette fois, juste ces vers qui résumaient son état d'âme. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Quand Léna découvrit le livre, elle resta immobile pendant de longues minutes, lisant et relisant les strophes. Mathis voyait son visage se transformer, passant de la surprise à l'émotion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie. Ces mots semblaient réveiller en elle des souvenirs enfouis, peut-être des lectures partagées avec son défunt mari. Mais cette fois, au lieu de simplement remettre le livre à sa place, Léna fit quelque chose d'inattendu. Elle prit un stylo sur le bureau et, d'une écriture fine et soignée, nota dans la marge « Les paradis artificiels ne valent jamais les bonheurs simples ». Cette réponse frappa Mathis comme un coup de poing. Léna ne se contentait pas de recevoir ces messages poétiques. Elle lui répondait avec une sagesse qui dépassait tous les diplômes qu'il avait pu accumuler. Elle lui signifiait avec une élégance rare que son monde de luxe et de privilèges ne l'impressionnait pas. Les jours suivants, leurs échanges silencieux s'intensifièrent. Mathis laissait des citations, des articles, parfois de simples photos découpées dans des magazines. Léna répondait par de courtes phrases écrites dans les marges, des réflexions qui révélaient une profondeur intellectuelle et émotionnelle qui fascinait Mathis. Un vendredi soir, elle écrivit quelque chose qui le bouleversa. La solitude partagée n'est plus de la solitude, mais elle peut devenir dangereuse pour ceux qui ont des responsabilités. Cette phrase contenait tant de vérité. Léna reconnaissait qu'elle ressentait la même connexion que lui, mais elle le mettait en garde contre les conséquences de ce qui était en train de naître entre eux. Elle pensait à sa fille, à sa situation précaire, aux risques qu'elle prenait en participant à ce jeu dangereux. Mathis comprit qu'il ne pouvait plus continuer à se cacher derrière ces messages codés. Il devait voir Léna, lui parler vraiment, connaître sa voix autrement que dans ces brefs échanges de politesse. Le lundi suivant, il prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Au lieu de se cacher dans la salle de conférence, il resta assis à son bureau quand Léna arriva pour son service de nuit. « Bonsoir, Léna », dit-il sans lever les yeux de ses documents. « Bonsoir, monsieur Bruno », répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je peux revenir plus tard si vous préférez. »« Non, restez. J'aime votre présence. » Ces mots,
prononcés avec une simplicité désarmante, créèrent un silence dense entre eux. Léna commença son travail, mais ses gestes étaient plus hésitants, comme si la proximité physique de Matisse modifiait l'équilibre fragile qu'ils avaient établi. « Vous lisez beaucoup », observa-t-il, alors qu'elle époussetait sa bibliothèque. « Quand j'en ai le temps. » Sa réponse était prudente, mesurée. « Qu'est-ce que vous aimez ?» Léna s'arrêta, se tournant légèrement vers lui. Pour la première fois, ils se regardaient vraiment, sans prétexte, sans faux semblant. « Les histoires qui parlent de la vraie vie, » dit-elle finalement. « Celles qui ne promettent pas de miracle, mais qui montrent comment les gens ordinaires trouvent des raisons d'espérer. » Cette réponse révéla tant de choses sur Léna. Elle ne rêvait pas d'évasion ou de contes de fées. Elle cherchait dans la littérature ce qui l'aidait à supporter la réalité, à y trouver de la beauté malgré les difficultés. « Et vous » demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. Matisse réfléchit avant de répondre. Habituellement, il aurait donné une réponse convenue, citant des classiques ou des ouvrages économiques, mais face à Léna, il ne pouvait qu'être honnête. « Avant, je lisais pour impressionner. Maintenant, grâce à vous, je relis pour comprendre. Grâce à moi, vous m'avez rappelé que les livres ne sont pas des trophées à exposer, mais des amis à fréquenter. » Léna le regarda avec une expression nouvelle, mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Cet homme puissant venait de lui avouer qu'elle avait changé sa façon de voir les choses. « Je ne suis qu'une femme de ménage, monsieur Bruno, » dit-elle doucement. « Je ne devrais pas avoir ce genre d'influence sur quelqu'un comme vous. Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, Léna. Vous êtes la personne la plus vraie que j'ai rencontrée depuis des années. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une déclaration. Léna baissa les yeux, troublée par l'intensité de ce qu'elle lisait dans le regard de Matisse. « Il faut que je termine mon travail, » murmura-t-elle. « Bien sûr. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils restèrent ainsi, séparés par quelques mètres qui semblaient contenir tous les obstacles du monde. La différence de classe, le mariage de Matisse, les risques professionnels pour Léna, la peur de détruire l'équilibre fragile de leur vie respective. Finalement, Léna reprit ses tâches, mais l'atmosphère avait changé. Chaque geste était chargé d'une tension nouvelle, chaque silence lourd de mots non prononcés. Quand elle quitta le bureau ce soir-là, tous deux savaient qu'ils venèrent de franchir une ligne invisible. Leur relation ne pourrait plus jamais redevenir ce qu'elle était avant cette conversation. Dans le silence de la nuit lyonnaise, deux cœurs battaient au même rythme, conscients qu'ils s'approchaient dangereusement d'un point de non-retour. Les jours qui suivirent, cette première vraie conversation, transformèrent l'atmosphère du bureau en un champ magnétique invisible. Matisse et Léna gravitaient l'un autour de l'autre avec une prudence de félin, conscients de la tension électrique qui naissait à chaque regard échangé. Matisse ne se cachait plus. Chaque soir, il trouvait un prétexte pour rester dans son bureau pendant le service de Léna, créant des situations où leur corps se frôlait innocemment. Quand elle nettoyait sa table de travail, il restait assis, si proche qu'il pouvait sentir la chaleur de sa peau. Quand elle rangeait ses livres, il s'approchait pour prendre un dossier, leurs mains se frôlant parfois dans un contact qui les électrisait tous les deux. Un mercredi soir, alors que Léna époussetait l'étagère haute de sa bibliothèque, elle dut se dresser sur la pointe des pieds pour atteindre les ouvrages du sommet. Matisse, qui l'observait depuis son fauteuil, se leva instinctivement. « Laissez-moi vous aider », dit-il en s'approchant. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Bruno », répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Matisse se plaça derrière elle, son corps frôlant le sien, et tendit le bras par-dessus son épaule pour attraper le livre qu'elle n'arrivait pas à atteindre. Pendant quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, ils restèrent ainsi, Léna prisonnière entre le meuble et le corps de Matisse, tous deux respirant le même air, sentant battre le cœur de l'autre. « Voilà » murmura-t-il, sa voix rauque tout près de son oreille. Léna se retourna lentement, se retrouvant face à lui, si proche qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns. Le livre tomba de ses mains tremblantes, résonnant sur le sol comme un coup de tonnerre dans le silence du bureau. Ils se regardèrent, pétrifiés par l'intensité du moment. Matisse leva lentement la main vers le visage de Léna, effleurant sa joue d'une caresse aussi légère qu'un souffle. Elle ferma les yeux, frissonnant sous ce contact qui réveillait en elle des sensations qu'elle croyait mortes avec David. « Nous ne devrions pas... » chuchota-t-elle, mais elle ne recula pas. « Je sais, » répondit Matisse, son pouce traçant délicatement la ligne de sa pommette. « Mais je ne peux plus prétendre que vous me laissez indifférent. » Léna rouvrit les yeux, et Matisse y lut un désir qui égalait le sien, mais aussi une peur profonde qui le ramena brutalement à la réalité. Il recula d'un pas, rompant le charme. « Pardonnez-moi, dit-il, ramassant le livre tombé.
« Je n'aurais pas dû. »« Monsieur Bruno » commença Léna, mais il l'interrompit. « Mathis, appelez-moi Mathis, s'il vous plaît. » Ce prénom, prononcé dans l'intimité de ce bureau silencieux, créa entre eux une complicité nouvelle. Léna le répéta doucement, comme pour en tester la saveur sur ses lèvres. « Mathis, nous jouons avec le feu. Je sais, mais je brûle déjà, Léna. Depuis des semaines, je brûle. » Cette confession, lâchée avec une sincérité désarmante, fit vaciller les dernières défenses de Léna. Cet homme puissant, habitué à tout contrôler, venait de lui avouer sa vulnérabilité. Les soirs suivants, la tension devint presque insoutenable. Chaque geste innocent se chargeait d'électricité. Quand Léna vidait la corbeille sous le bureau de Mathis, elle sentait son regard peser sur elle comme une caresse. Quand il lui tendait un document en oubliant de lâcher sa main quelques secondes de trop, elle frissonnait jusqu'à la racine des cheveux. Un vendredi soir, l'orage qui grondait depuis des heures éclata enfin sur Lyon. La pluie battait violemment contre les baies vitrées, créant une intimité supplémentaire dans le bureau éclairé par les seules lampes de travail. Léna, perturbée par cette atmosphère chargée d'électricité, renversa accidentellement un verre d'eau sur les documents éparpillés sur la table basse. Mortifiée, elle se précipita pour éponger les dégâts. « Mon Dieu, pardonnez-moi » bégaya-t-elle, s'agenouillant pour ramasser les papiers trempés. Mathis s'agenouilla aussitôt à côté d'elle, leurs genoux se touchant. « Ce n'est rien, vraiment » dit-il en l'aidant à rassembler les documents. Leurs mains se rencontrèrent sur une feuille imbibée, et cette fois ni l'un ni l'autre ne recula. Agenouillés face à face sur le tapis persan, entourés de papiers mouillés, ils se regardèrent avec une intensité qui fit trembler Léna de la tête aux pieds. « Léna » murmura Mathis, sa main remontant lentement le long de son bras. « Non » chuchota-t-elle, mais sans conviction, son corps trahissant ses paroles, en se penchant vers lui. « Dites-moi d'arrêter » supplia-t-il, son visage se rapprochant du sien. « Dites-le-moi maintenant, parce que dans quelques secondes, je ne pourrai plus. » Léna le regarda, déchirée entre le désir qui l'embrasait et la voix de la raison qui lui criait de fuir. Elle voyait dans les yeux de Mathis un amour sincère, mais aussi une passion qui pourrait détruire leur vie respective. « Vous êtes mariés » dit-elle dans un souffle. « Pas vraiment, plus vraiment. Votre femme ne m'aime pas plus que je ne l'aime. Nous sommes deux étrangers qui partagent un nom. Et votre réputation, vos affaires, votre position, tout cela ne vaut rien si c'est au prix de mon bonheur, si c'est au prix de vous. » Cette déclaration bouleversa Léna plus que tous les mots d'amour qu'elle avait pu entendre. Mathis était prêt à tout risquer pour elle. Mais était-elle prête à accepter ce sacrifice? Un éclair illumina soudain le bureau, suivi immédiatement par un coup de tonnerre qui les fit sursauter. Le moment magique se brisa, et Léna se releva précipitamment, ramassant ses affaires avec des gestes nerveux. « Il faut que je parte, » dit-elle. « Camille m'attend, sa fille. » Cette simple évocation ramena Léna à ses responsabilités, à sa vie réelle, au-delà de cette bulle d'émotion. Léna, attendez. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle son parfum délicat, et Mathis agenouillé au milieu des documents éparpillés, le cœur battant comme celui d'un adolescent. Dehors, l'orage redoublait de violence, comme un écho aux émotions qui venaient de les submerger. Mathis resta longtemps immobile, sachant qu'il venait de jouer une carte décisive dans une partie dont l'issue lui échappait totalement. Dans le tramway qui la ramenait chez elle, Léna appuyait son front contre la vitre froide, essayant de calmer le feu qui courait dans ses veines. Elle venait de découvrir qu'elle était encore capable d'aimer, mais cette révélation la terrifiait autant qu'elle l'émerveillait. Deux cœurs battaient dans la nuit lyonnaise, séparés par la distance mais unis par un désir qui grandissait dangereusement, menaçant de tout emporter sur son passage. 3 jours passèrent sans que Léna remette les pieds dans le bureau de Mathis. Elle avait échangé ses horaires avec une collègue, prétextant des problèmes familiaux, mais en réalité, elle fuyait cette attraction qui menaçait de faire exploser sa vie soigneusement reconstituée. Mathis, de son côté, vivait un calvaire. Chaque soir, il attendait en vain, scrutant les couloirs déserts, espérant voir apparaître cette silhouette gracile qui avait bouleversé son existence. Le silence de Léna était plus éloquent que tous les reproches. Elle avait peur et il le comprenait. Le mercredi matin, Valérie Dubois, la responsable des services généraux, fit irruption dans son bureau avec son efficacité habituelle. « Monsieur Bruno, j'ai besoin de confirmer la liste du personnel pour le cocktail de demain soir. » Le cocktail. Mathis avait complètement oublié cette réception annuelle organisée pour les clients et partenaires de l'entreprise. Un événement prestigieux où tout Lyon se pressait pour voir et être vu. Le personnel de nettoyage sera également mobilisé pour le service,
continua Valérie. Madame Morin a accepté de faire partie de l'équipe d'appui. Le cœur de Mathis bondit. Léna serait là, dans le même espace que lui, mais cette fois en présence d'Isabelle, de tout son monde social. Cette perspective l'excitait et l'angoissait à la fois. Le jeudi soir, la tour Bruno se métamorphosa. Les salons du dernier étage brillaient de 1000 feux, des bouquets de roses blanches ornaient chaque table, et le champagne coulait à flots. Tout Lyon était là. Banquiers, industriels, notables, journalistes, une centaine d'invités évoluant dans leurs plus beaux atours. Mathis, en smoking impeccable, jouait son rôle d'hôte parfait aux côtés d'Isabelle, resplendissante dans une robe de soie noire signée d'un grand couturier. Ils formaient ce couple irréprochable que les magazines adoraient photographier, symbole de la réussite lyonnaise. Mais les yeux de Mathis cherchaient une autre silhouette. Il l'aperçut enfin, vêtu de l'uniforme discret du personnel de service. Pantalon noir, chemisier blanc, cheveux soigneusement attachés. Léna évoluait entre les invités avec une grâce naturelle, proposant des canapés, débarrassant les verres vides, invisible aux yeux de cette assemblée habituée à ne pas voir ceux qui la servaient. Mais Mathis ne voyait qu'elle. La façon dont elle souriait poliment aux convives, dont elle évitait soigneusement de croiser son regard, dont elle accomplissait sa tâche avec cette dignité qui la caractérisait. Dans ce décor de luxe et d'artifice, elle représentait la seule chose authentique. « Darling, tu sembles distrait », murmura Isabelle en se penchant vers lui. « Les Montclair aimeraient te parler du projet immobilier de Confluence. » Mathis se força à sourire et suivit sa femme vers le groupe d'invités. Mais même en discutant de millions d'euros et de plans d'urbanisme, une partie de son esprit suivait Léna dans ses déplacements. Vers 22 heures, alors que la soirée battait son plein, un incident changea le cours de la soirée. Pierre Montclair, légèrement éméché par le champagne, venait de renverser son verre sur le parquet. Léna s'approcha immédiatement avec une serpillière pour nettoyer. « Attention où tu mets les pieds, ma jolie », lança Montclair avec un rire gras. « Les domestiques, ça pullule partout ce soir. » Quelques invités rirent de cette remarque désobligeante. Léna, agenouillée pour essuyer le champagne, encaissa l'humiliation sans broncher, gardant cette dignité silencieuse qui la protégeait des blessures. Mais Mathis, qui observait la scène depuis l'autre bout du salon, sentit une rage froide monter en lui. Voir cette femme qu'il aimait être traitée comme un objet par ces gens qu'il côtoyait depuis des années lui devint soudain insupportable. « Tu sais ce qu'elles font, ces femmes de ménage ?» continua Montclair, encouragé par les rires. « Elles fouillent partout, lisent nos documents, connaissent tous nos secrets. Il faudrait les surveiller de plus près. » D'autres commentaires fusèrent, chacun y allant de sa petite plaisanterie sur le personnel invisible. Léna continuait son travail, mais Mathis voyait ses mains trembler légèrement, signe qu'elle luttait pour maintenir sa composure. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en Mathis. Toutes ces années de faux semblants, de sourires, de commandes, de complicité avec un monde qu'il supportait de moins en moins. Cette femme qui nettoyait à leurs pieds valait plus que tous ces pantins dorés réunis. Sans réfléchir aux conséquences, Mathis traversa le salon d'un pas déterminé. Les conversations s'éteignirent progressivement sur son passage, l'assemblée sentant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Il s'arrêta devant Léna, toujours agenouillée, et tendit la main vers elle. Elle leva les yeux, surprise, et il eut une détermination qui la fit frissonner. « Madame Morin, » dit-il d'une voix claire qui porta dans tout le salon, « permettez-moi. » Et sous les regards médusés de l'assemblée, sous les yeux écarquillés d'Isabelle, Mathis s'agenouilla lentement à côté de Léna. Il prit délicatement sa main dans la sienne et, avec une tendresse infinie, la porta à ses lèvres. Le baiser fut long, respectueux, mais d'une intensité qui électrisa toute la pièce. Mathis gardait les yeux fermés, savourant ce contact qu'il avait tant désiré, affirmant devant tout Lyon son attachement à cette femme. Quand il rouvrit les yeux, le silence était total. 100 personnes les regardaient, pétrifiées par ce geste impensable. Un PDG qui baisait publiquement la main de sa femme de ménage, s'agenouillant devant elle comme devant une reine. Léna, bouleversée et terrifiée par ce qu'elle venait de vivre, se releva précipitamment et disparut vers les cuisines, abandonnant son matériel de nettoyage. Mathis se redressa lentement, croisant le regard glacé d'Isabelle qui venait de comprendre que sa vie venait de basculer. Autour d'eux, les murmures commençaient. Le scandale prenait forme. « La soirée est terminée », annonça Mathis d'une voix ferme. « Je vous remercie tous d'être venus. » Il tourna les talons et quitta le salon, laissant derrière lui un public en état de choc et une épouse humiliée qui savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Dans les cuisines, Léna s'appuyait contre le mur, tremblante,
réalisant que Mathis venait de sacrifier sa réputation, son mariage, peut-être même ses affaires, pour la défendre publiquement. Il avait franchi le point de non-retour, et maintenant, ils allaient devoir affronter ensemble les conséquences de ce geste d'amour fou qui venait de les exposer au grand jour. Le lendemain matin, Lyon entier bruissait de l'événement de la veille, dans les cafés de la Presqu'île, dans les bureaux feutrés de la Part-Dieu, dans les salons bourgeois de Bellecour, on ne parlait que de ça. Mathis Bruno, l'héritier de l'empire financier, agenouillé devant sa femme de ménage. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les journaux locaux préparaient leurs unes, et les téléphones n'arrêtaient pas de sonner dans les bureaux de la tour Bruno. Le scandale était né, et il dépassait déjà les frontières de Lyon. Mathis arriva au bureau à l'aube, avant tout le monde, sachant qu'il allait devoir affronter les conséquences de son geste. Il n'avait pas dormi de la nuit, hanté par l'image de Léna fuyant vers les cuisines, terrorisé par ce qu'il venait de déclencher. À 8 heures, Isabelle fit irruption dans son bureau sans frapper, encore vêtue de la robe de la veille, ses cheveux parfaits désormais défaits, son maquillage légèrement coulé. Pour la première fois depuis des années, elle paraissait humaine, vulnérable. « Tu es devenu fou !» lança-t-elle sans préambule, sa voix tremblant de rage contenue. « Tu réalises ce que tu as fait hier soir ?» Mathis leva les yeux de ses dossiers, parfaitement calme. « J'ai défendu une femme remarquable contre des gens méprisables. » « Une femme remarquable ?» Isabelle éclata d'un rire amer. « Mathis, c'est ta femme de ménage. Ta femme de ménage. Je sais qui elle est. »« Non, tu ne sais rien !» Isabelle se mit à faire les 100 pas, gesticulant comme elle ne l'avait jamais fait. « Tu sais ce que mon père m'a dit ce matin ? Que les banques partenaires s'interrogent sur ta stabilité mentale. Tu sais ce que va dire la presse économique ? Que l'héritier Bruno a perdu la tête pour une employée ?» Mathis se leva lentement, s'approchant d'Isabelle avec cette autorité naturelle qui l'avait toujours impressionné. « Et toi, Isabelle, qu'est-ce que tu vas dire ?» Elle le regarda, déstabilisée par cette question inattendue. « Moi, je vais dire que mon mari traverse une crise passagère, que nous surmonterons ça ensemble, que... » « Stop !» Mathis l'interrompit d'un geste. « Arrête de mentir. Nous savons tous les deux que notre mariage est mort depuis longtemps. » Isabelle se figea, comme si ces mots venaient de la gifler. « Notre mariage n'est peut-être pas passionnel, mais il fonctionne. Il nous protège, il protège nos familles, nos intérêts. Il nous tue à petit feu. » Cette vérité, énoncée avec une simplicité brutale, fit vaciller Isabelle. Elle s'assit dans le fauteuil face au bureau, soudain épuisée. « Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme ?» demanda-t-elle, sa voix perdant toute agressivité. « Qu'est-ce qu'elle t'offre que moi je ne peux pas te donner ?» Mathis la regarda avec une tendresse nostalgique, se souvenant de la jeune femme brillante qu'il avait épousée 15 ans plus tôt. « Elle ne me donne rien, Isabelle. Elle me révèle qui je pourrais être si j'arrêtais de jouer un rôle. Et nous ? Nos 15 ans ensemble, ça ne compte pas ? Si, ça compte. Mais comme une belle amitié, pas comme un amour. » Isabelle baissa les yeux, et pour la première fois, Mathis vit des larmes perler à ses paupières. Pas des larmes de passion blessée, mais de fierté brisée, d'avenir incertain. « Je ne te laisserai pas détruire ce que nous avons construit, » murmura-t-elle. Pas pour elle. Avant que Mathis puisse répondre, son assistante frappa à la porte. « Monsieur Bruno, Monsieur Delacroix père souhaite vous voir immédiatement. » Le père d'Isabelle, le patriarche de la banque familiale, l'homme qui avait orchestré leur union pour consolider les intérêts des deux groupes. Mathis savait que cette confrontation était inévitable. Pendant ce temps, dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Léna vivait ses propres tourments. Elle avait appelé malade pour la première fois en 5 ans, incapable d'affronter les regards et les commentaires de ses collègues. Sa fille Camille, maintenant âgée de 14 ans, la regardait avec inquiétude tout en préparant son petit déjeuner. « Maman, tu es sûre que ça va ? Tu n'as pas dit un mot depuis hier soir. » Léna caressa les cheveux bruns de sa fille, si semblables aux siens. « Tout va bien, ma chérie, juste un petit souci au travail. » Mais Camille n'était plus une enfant. Elle avait grandi en observant sa mère se battre seule contre l'adversité et elle reconnaissait les signes de troubles profonds. « C'est grave ?» Léna hésita. Comment expliquer à sa fille que sa vie venait peut-être de basculer à cause d'un geste d'amour impossible? Comment lui dire qu'un homme puissant venait de risquer sa réputation pour la défendre? Je ne sais pas encore, ma puce. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle décrocha prudemment. « Madame Morin, ici Julien Moreau, journaliste au Progrès. J'aimerais vous poser quelques questions sur... » Léna raccrocha immédiatement, le cœur battant. Les journalistes. Elle n'avait pas pensé aux journalistes. Le téléphone sonna de nouveau. Un autre numéro, puis un autre. En quelques minutes,
Son portable fut submergé d'appels. La presse avait retrouvé sa trace. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Camille était maintenant franchement inquiète. Léna éteignit son téléphone et prit sa fille dans ses bras. « Écoute-moi bien, Camille. Quoi qu'il arrive dans les prochains jours, quoi qu'on puisse dire sur nous, souviens-toi que nous n'avons rien fait de mal. Tu comprends ?» Camille hocha la tête, mais ses yeux trahissaient sa peur. Dans la tour Bruno, Mathis subissait les foudres de Charles Delacroix, un homme de 70 ans à la prestance intimidante. « C'est mon gendre. J'espère que vous mesurez la gravité de votre geste d'hier soir, » tonnait-il arpentant le bureau. 15 ans d'alliance entre nos groupes, des millions d'euros d'investissements croisés, et vous risquez tout ça pour... Pourquoi exactement? Pour être enfin honnête avec moi-même, répondit Mathis sans ciller. Honnête? Charles Delacroix éclata d'un rire cynique. L'honnêteté, mon jeune ami, c'est un luxe que les gens comme nous ne peuvent pas se permettre. Peut-être, mais je ne veux plus être des gens comme nous. Le vieil homme s'arrêta net, scrutant Mathis avec ses yeux perçants qui avaient bâti un empire bancaire. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Les vultures vont se jeter sur vos entreprises. Vos concurrents vont exploiter ce scandale. Et cette femme va devenir une cible. Ces derniers mots frappèrent Mathis comme un coup de massue. Léna. Dans sa fougue amoureuse, il n'avait pas pensé qu'elle deviendrait le centre d'une tempête médiatique. « Il faut que je la protège », murmura-t-il. « Il faut que vous répariez cette erreur », corrigeait Charles Delacroix, « avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. » Mais Mathis savait qu'il était déjà trop tard. Son geste de la veille avait ouvert une boîte de Pandore qu'aucune force au monde ne pourrait refermer. Quelque part dans Lyon, deux cœurs battaient au même rythme, unis dans l'amour mais séparés par une tempête qui ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent transformèrent la vie de Léna en cauchemar. Sa photo, prise lors du cocktail, au moment où Mathis lui baisait la main, s'étalait en première page du Progrès avec ce titre choc, « L'amour qui fait scandale », quand le PDG s'agenouille devant sa femme de ménage. Les journalistes campaient devant son immeuble, interrogèrent ses voisins, fouillaient dans son passé. Camille ne pouvait plus aller au lycée sans être harcelée par des photographes. La vie simple et discrète que Léna avait soigneusement construite après la mort de David s'écroulait jour après jour. Le mercredi matin, n'en pouvant plus, elle prit une décision radicale. Elle emballa quelques affaires essentielles, vida son petit compte épargne et partit avec Camille vers le seul refuge qu'elle connaissait, le chalet de montagne que David avait hérité de ses parents dans les Alpes, près d'Annecy. « Maman, on s'enfuit ?» demanda Camille dans le train, serrant contre elle le sac contenant ses cours. « On prend du recul, ma chérie, le temps que les choses se calment. » Mais Léna savait qu'elle fuyait plus que la presse. Elle fuyait Mathis, ses sentiments pour lui, cette passion qui menaçait de détruire l'équilibre qu'elle avait mis 5 ans à reconstruire. Le chalet, isolé au bord du lac d'Annecy, leur offrit enfin le silence qu'elle cherchait. Pas de journaliste, pas de téléphone qui sonne, juste le bruit de l'eau qui clapotait contre la berge et les sommets enneigés qui se reflétaient dans le lac. Pendant ce temps, à Lyon, Mathis vivait son propre enfer. Depuis 3 jours, il ne savait plus où était Léna. Elle avait donné sa démission par courrier, vidé son appartement en une nuit et disparu sans laisser d'adresse. Ses recherches discrètes n'avaient rien donné. L'entreprise traversait une crise sans précédent. Plusieurs clients importants avaient suspendu leur contrat, prétextant des préoccupations concernant la stabilité de la direction. Le conseil d'administration s'était réuni en urgence pour évaluer la situation. « Mathis, nous devons agir », lui dit Antoine Rivière, son associé de longue date, lors d'une réunion tendue. « Les banques partenaires parlent de revoir leurs engagements. Il faut que tu fasses une déclaration publique, que tu clarifies la situation. »« Quelle situation ?» répondit Mathis, épuisé. « Que j'ai défendu une femme remarquable contre des imbéciles, que j'ai eu le courage de montrer mes sentiments, que tu traverses une crise passagère, que ton mariage avec Isabelle reste solide, que... » Stop. Mathis se leva, faisant face aux 12 membres du conseil. « Je ne mentirai plus. Mon mariage avec Isabelle est terminé depuis longtemps, et mes sentiments pour Léna Morin sont sincères. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle de réunion. Ces hommes d'affaires aguerris n'avaient pas l'habitude qu'on leur parle d'amour lors de leurs délibérations. « Dans ce cas, » déclara froidement Charles Delacroix, « nous allons devoir envisager votre remplacement à la tête du groupe. » Cette menace, Mathis l'attendait. Il la reçut avec un calme qui surprit tout le monde. « Faites donc, mais sachez que je ne reculerai pas. » Ce soir-là, seul dans son bureau vide, Mathis regardait Lyon s'illuminer sous ses fenêtres. Il avait tout risqué pour un geste d'amour, et maintenant il devait assumer les conséquences. Mais plus que son empire financier, c'était l'absence de Léna qui le détruisait.
Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une photo qu'il avait fait imprimer en secret, un cliché pris par les caméras de surveillance du bureau, où on voyait Léna arrangeant sa bibliothèque avec cette tendresse particulière qu'elle mettait dans chaque geste. « Où êtes-vous, Léna » murmura-t-il à l'image. Sa réponse vint d'une source inattendue. Le vendredi matin, son assistant lui apporta une lettre sans expéditeur, postée d'Annecy. Mathis la reconnut immédiatement, l'écriture fine et soignée de Léna. « Monsieur Bruno, j'ai appris par la presse les difficultés que traverse votre entreprise. Je vous écris pour vous dire que je regrette profondément d'être la cause de vos ennuis. Ce n'était jamais mon intention. Votre geste de l'autre soir m'a profondément touché, mais il nous a aussi montré à tous les deux que nous évoluons dans des mondes incompatibles. Je ne peux pas être la raison de la destruction de votre vie, comme vous ne pouvez pas être la raison de la reconstruction de la mienne. Ma fille et moi avons besoin de paix, de discrétion, d'une vie simple loin des projecteurs. Vous avez besoin de retrouver votre position, votre réputation, votre monde. Je vous demande de m'oublier comme j'essaye de vous oublier. C'est la seule solution raisonnable pour nous deux. Avec toute ma reconnaissance pour ces moments précieux que nous avons partagés, Léna. » Cette lettre bouleversa Mathis plus que toutes les menaces du conseil d'administration. Léna fuyait pour le protéger, se sacrifiant une fois de plus pour éviter de faire du mal aux autres. Cette générosité, cette abnégation le confortaient dans sa certitude. Cette femme était l'amour de sa vie. Il relut la lettre plusieurs fois, cherchant des indices sur sa localisation. Le cachet de la poste indiquait Annecy, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il la retrouve, qu'il lui prouve que leur amour valait tous les sacrifices. Le samedi matin, Mathis prit une décision qui stupéfia son entourage. Il convoqua une conférence de presse pour l'après-midi même, refusant de révéler le sujet à quiconque. À 15 heures, dans le grand salon de la Tour Bruno, face à une assemblée de journalistes locaux et nationaux, Mathis Bruno se présenta dans un costume simple, sans cravate, avec cette détermination tranquille que Léna lui avait apprise. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix portant clairement dans le silence attentif, « je vous ai réunis aujourd'hui pour clarifier une situation qui fait beaucoup de bruit depuis une semaine. » Il marqua une pause, pensant à Léna qui regardait peut-être cette conférence depuis son refuge montagnard. « Il y a une semaine, j'ai eu le privilège de rencontrer l'amour véritable. Cet amour porte un nom, Léna Morin. Et contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, je n'ai jamais été aussi lucide, aussi sûr de mes choix. » Dans la salle, les journalistes se redressèrent, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel, un homme puissant qui sacrifiait tout sur l'autel de l'amour. Je sais que cette déclaration va choquer, inquiéter, décevoir, mais je préfère une vérité qui dérange à un mensonge qui rassure. Il regarda directement la caméra de télévision, s'adressant à Léna, où qu'elle soit. « Léna, si vous m'entendez, sachez que vous ne serez jamais un fardeau pour moi. Vous êtes ma chance de devenir l'homme que je veux être. » Dans le chalet d'Annecy, Léna regardait la télévision, les larmes aux yeux, comprenant que Mathis venait de détruire définitivement son ancienne vie pour elle. L'amour qu'elle avait fui venait de la rattraper par la plus belle des déclarations publiques. 3 semaines après la conférence de presse qui avait fait le tour de la France, Mathis Bruno n'était plus le même homme. Il avait quitté sa villa de Caluire-et-Cuire, signé les papiers du divorce avec Isabelle et vendu ses parts dans plusieurs entreprises pour racheter sa liberté au conseil d'administration. L'ancien PDG milliardaire vivait désormais dans un petit appartement du 7e arrondissement de Lyon, près du parc de Gerland. Pas par contrainte financière, il lui restait largement de quoi vivre confortablement, mais par choix. Il voulait comprendre ce que signifiait une vie simple, authentique, loin des dorures et des privilèges qu'il avait étouffés pendant 42 ans. Ce mardi matin de novembre, il se rendit à pied au bureau d'une petite start-up d'architecture écologique où il venait d'accepter un poste de consultant. Fini les costumes sur mesure et les voitures de fonction, jeans, pull en laine et transport en commun. Cette transformation radicale amusait autant qu'elle inquiétait ses anciens associés. Mais Mathis n'avait qu'une obsession, retrouver Léna. Ses recherches discrètes l'avaient mené jusqu'à Annecy, où il avait découvert l'existence du chalet au bord du lac. Mais quand il s'y était rendu, l'endroit était vide, déjà revendu. Léna et sa fille avaient de nouveau disparu. L'indice qui changea tout lui vint d'une source inattendue. En feuilletant le journal local d'Annecy qu'il achetait religieusement chaque semaine, il tomba sur un petit entrefilet dans la rubrique « Éducation ». Le collège Saint-François accueille une nouvelle surveillante, Madame L. Morin, anciennement résidente de Lyon. Le cœur de Mathis bondit.
Léna avait trouvé un emploi dans un collège d'Annecy. Elle essayait de reconstruire sa vie, loin de Lyon, loin de lui. Ce vendredi-là, il prit le premier train pour Annecy. Le collège Saint-François était un établissement modeste, situé dans le centre-ville historique, face au lac. Mathis l'observa depuis le café d'en face, guettant une silhouette qu'il reconnaîtrait entre mille. À 16 heures, quand la sonnerie libéra les élèves, il la vit enfin. Léna sortait du bâtiment en compagnie d'une adolescente brune aux yeux vifs, sa fille Camille, sans aucun doute. Elle marchait côte à côte, discutant avec cette complicité mère-fille qui l'émut profondément. Léna portait un manteau simple, ses cheveux flottaient librement sur ses épaules, et elle souriait. Un vrai sourire, apaisé, loin du stress des derniers mois. Mathis les suivit à distance respectueuse, le cœur battant. Elles s'arrêtèrent devant un petit immeuble moderne près du port. Léna sortit ses clés, embrassa sa fille sur le front, et toutes deux disparurent dans le hall. Il resta là, planté sur le trottoir, paralysé par l'émotion. Elle était là à quelques mètres, cette femme pour qui il avait tout sacrifié. Mais avait-il le droit de bouleverser de nouveau sa vie qu'elle reconstruisait patiemment? Le lendemain matin, Mathis prit sa décision, mais pas de la façon qu'on aurait pu attendre d'un ancien PDG habitué à tout contrôler. À 8 heures, il se présenta au secrétariat du collège Saint-François. « Bonjour », dit-il à la secrétaire, « je cherche du travail, n'importe quoi. Ménage, maintenance, surveillance, je suis disponible immédiatement. » La dame, une quinquagénaire bienveillante, l'examina avec surprise. Cet homme bien habillé, visiblement cultivé, qui demandait n'importe quel emploi dans un collège public, « Vous avez de l'expérience dans l'éducation ?»« Aucune, mais j'apprends vite, et je ne rechigne devant aucune tâche. Il se trouve qu'on cherche quelqu'un pour l'entretien des espaces verts et la maintenance légère. Ce n'est pas très bien payé. Le salaire m'importe peu. » 2 heures plus tard, Mathis Bruno était officiellement embauché comme agent d'entretien au collège Saint-François d'Annecy. Le lundi suivant, à 6 heures du matin, il arrivait avec sa tenue de travail. Salopette bleue, chaussures de sécurité, gants de jardinage. L'ancien maître de Lyon était devenu jardinier. Il passa sa première semaine à tailler les haies, ratisser les feuilles mortes, réparer les bancs cassés, sans croiser Léna une seule fois. Il apprit que Madame Morin s'occupait de la surveillance du réfectoire et de la bibliothèque, des tâches qui ne l'amenaient jamais dans la cour où il travaillait. Ce fut Camille qui le remarqua en premier. Un jeudi midi, alors qu'il réparait une table de ping-pong, il sentit un regard insistant. Il leva les yeux et croisa ceux de l'adolescente qu'il observait depuis la fenêtre de la bibliothèque. Elle avait les mêmes yeux noisettes que sa mère, la même intelligence dans le regard. Camille disparut, et 5 minutes plus tard, Léna apparut à la même fenêtre. Le choc fut mutuel et violent. Léna se figea complètement, une main portée à sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mathis, lui, continua lentement son travail, mais son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. 10 mètres les séparaient, mais Mathis y lut tout. La surprise, l'émotion, la peur et quelque chose qui ressemblait à de la joie malgré elle. Léna ferma les rideaux précipitamment. Le vendredi, elle ne vint pas travailler, ni le lundi suivant. Le mardi, Mathis la croisa enfin dans le couloir menant au casier. Ils se trouvèrent face à face, sans témoin, pour la première fois depuis le soir de l'orage dans son ancien bureau. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» chuchota-t-elle, bouleversée. « Je travaille, » répondit-il simplement. « Mathis, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un ancien PDG qui apprend à jardiner. » Cette réponse, teintée d'humour et d'humilité, désarma Léna. « Vous avez tout quitté, dit-elle, et ce n'était pas une question. J'ai tout quitté pour vous retrouver. Je vous avais demandé de m'oublier. Impossible. Autant me demander d'arrêter de respirer. » Léna le regarda. Cet homme qui avait abandonné un empire pour venir réparer des tables de ping-pong dans un collège d'Annecy. Cette preuve d'amour était plus bouleversante que tous les diamants du monde. « Camille sait qui vous êtes, » dit-elle finalement. « Et qu'est-ce qu'elle en pense ?» Un sourire fugace éclaira le visage de Léna. Elle dit que n'importe qui peut porter un costume, mais qu'il faut du courage pour enfiler une salopette quand on n'y est pas obligé. À cet instant, Mathis comprit qu'il avait gagné. Pas Léna, pas encore, mais sa fille. Et si Camille l'acceptait, alors tout redevenait possible. « Léna, » dit-il doucement, « laissez-moi vous prouver que je peux être l'homme simple que vous méritez. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste Mathis qui apprend à vivre vraiment. » Dans le couloir silencieux du collège, entre les casiers pleins de rêves d'adolescents et les affiches pédagogiques, 2 cœurs se retrouvèrent enfin. L'amour avait gagné, et cette fois il était vrai. Printemps 2027, Annecy,
France. Le petit café de la rue Sainte-Claire bruissait de conversations matinales. Installé près de la fenêtre donnant sur le lac, Mathis Bruneau, désormais simplement appelé Matisse par tous ceux qu'il connaissait, lisait tranquillement le journal local en sirotant son café. Ses mains, autrefois manucurées pour les conseils d'administration, portaient maintenant les traces discrètes de son travail au collège. Quelques éraflures, des ongles coupés courts, la peau légèrement hâlée par le soleil, des cours de récréation. À 31 ans, il avait trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue dans ses bureaux lyonnais. « Papa, tu peux m'aider avec les maths ce soir ?» Mathis leva les yeux vers Camille, maintenant âgée de 16 ans, qui venait de s'asseoir en face de lui avec son chocolat chaud habituel. Elle l'appelait « Papa » depuis 6 mois, un titre qu'il chérissait plus que tous ceux qu'il avait portés dans sa vie d'avant. « Bien sûr, ma puce. Équation du second degré? Pire, géométrie dans l'espace. » Mathis sourit. Cette adolescente brillante et espiègle était devenue sa fierté. Elle avait hérité de l'intelligence de sa mère et d'une détermination qui lui rappelait parfois sa propre jeunesse, avant que les obligations familiales ne l'étouffent. « Où est maman ?» demanda-t-il. « Elle ferme la bibliothèque. Elle arrive. » Mathis hocha la tête, consultant sa montre. 18 heures. Léna terminait toujours à cette heure-là, après avoir rangé méticuleusement tous les livres que les collégiens avaient consultés dans la journée. Certaines habitudes ne changeaient jamais. La clochette de la porte tinta et Léna entra, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent du lac. À 34 ans, elle rayonnait d'un bonheur tranquille qui la rendait plus belle que jamais. Elle portait une robe simple couleur lavande, cette couleur qu'elle affectionnait tant, et ce sourire spontané qui l'avait fait tomber amoureux dans un bureau silencieux de Lyon. « Bonsoir, vous deux », dit-elle en s'installant à côté de Mathis, qui lui vola immédiatement un baiser. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, passant naturellement un bras autour de ses épaules. Les élèves de 4e ont organisé un club de lecture. Ils ont choisi Le Petit Prince. Tu aurais vu leur discussion sur le renard et l'apprivoisement. Mathis sourit. Léna parlait toujours des livres et des élèves avec cette passion qui l'avait séduit dès leurs premiers échanges littéraires. Elle avait trouvé sa place dans ce collège, respectée autant pour sa gentillesse que pour sa culture. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Comment vont tes protégés ? Les rosiers du CDI sont enfin en fleurs, et j'ai réparé le portail de la cour qui grinçait depuis septembre. » Ces détails du quotidien, qui auraient semblé dérisoires à l'ancien PDG, représentaient maintenant sa fierté. Chaque problème résolu, chaque espace embelli, participait au bien-être de cette communauté scolaire qu'il avait appris à aimer. « Au fait, » dit Camille en plongeant sa cuillère dans la chantilly, « Madame Dupont m'a demandé si vous viendriez au spectacle de fin d'année. Elle aimerait vous confier la sono. » Mathis et Léna échangèrent un regard amusé. Madame Dupont, la directrice, avait mis du temps à accepter cette situation peu conventionnelle. Un ancien milliardaire devenu agent d'entretien qui vivait en concubinage avec sa bibliothécaire. Mais elle avait fini par reconnaître que Mathis était devenu un élément précieux de l'établissement. « Dis-lui que j'accepte avec plaisir, » répondit Mathis. Alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues pavées d'Annecy, Léna glissa sa main dans celle de Mathis. Ils habitaient maintenant une petite maison avec jardin près du lac, modeste mais chaleureuse, où chacun avait trouvé sa place. « Tu sais ce qui m'a fait penser à nous aujourd'hui ?» dit Léna en s'arrêtant devant la vitrine d'une librairie. « Raconte-moi. » Une élève m'a demandé la différence entre l'amour et la passion. J'ai pensé que la passion, c'est ce qui nous avait réunis. Mais l'amour, c'est ce qui nous fait choisir chaque jour de rester ensemble, malgré tout ce que nous avons traversé. Mathis la regarda, ému par cette sagesse simple qui résumait parfaitement leur histoire. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que la passion fait battre le cœur, mais que l'amour donne envie de construire une maison pour abriter ce cœur. » Cette métaphore toucha Mathis en plein centre. Cette maison, au sens propre comme au figuré, ils l'avaient construite ensemble, pierre par pierre, jour après jour, loin des fastes de Lyon mais riche d'une complicité authentique. « Léna, » dit-il soudain, s'arrêtant au milieu de la rue. « Oui, épouse-moi. » Ce n'était pas une demande préparée, pas un genou à terre avec un diamant, juste une évidence qui lui venait du cœur, là, dans cette rue d'Annecy où ils avaient appris à être heureux. Léna le regarda, surprise, puis éclata de ce rire cristallin qu'il adorait. « Il t'aura fallu 2 ans pour oser me le demander ? J'avais peur que tu penses que je voulais juste officialiser pour récupérer une respectabilité. Et maintenant ? Maintenant je sais que je veux simplement que tu portes mon nom, pas celui du PDG, pas celui du milliardaire, celui de l'homme qui répare les bancs cassés et qui t'aime plus que tout. » Léna se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. «
Oui, Mathis Bruno, agent d'entretien au collège Saint-François. Oui, je veux t'épouser. Plus loin, Camille, qui avait assisté à la scène, applaudit discrètement. 6 mois plus tard, par un samedi ensoleillé de septembre, ils se marièrent dans la petite église d'Annecy. Camille était demoiselle d'honneur, quelques collègues du collège servèrent de témoins, et la réception eut lieu dans le jardin de leur maison, avec des fleurs cueillies par Mathis lui-même. Aucun journaliste, aucun people de Lyon, aucun faste, juste l'amour à l'état pur. Le soir, alors qu'ils dansaient sur la terrasse au son d'une playlist préparée par Camille, Léna murmura à l'oreille de Mathis « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Dis-moi, c'est que tu es devenu exactement l'homme dont j'étais tombée amoureuse dans ce bureau silencieux. Pas celui que tu croyais devoir être, mais celui que tu étais vraiment. » Dans le ciel étoilé d'Annecy, 2 cœurs battaient enfin au même rythme, libres de toute contrainte sociale, unis par un amour qui avait su transformer la cage dorée en jardin secret. L'homme qui avait tout quitté pour une femme de ménage avait finalement tout gagné. Une famille, la paix et la certitude que l'amour vrai peut vraiment déplacer les montagnes. Fin, seriez-vous capable d'abandonner tout, votre fortune, votre statut social, votre mariage de façade et même votre carrière, pour un amour véritable? Mathis a quitté un empire de millions pour travailler comme jardinier dans un collège, uniquement pour prouver son amour à Léna. Et vous? Jusqu'où iriez-vous pour quelqu'un que vous aimez vraiment? Racontez-nous, quel a été le plus grand sacrifice que vous avez déjà fait ou feriez-vous par amour? Votre participation sur la chaîne est très importante, s'il vous plaît. Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.